Mars 2024, la nuit est déjà bien entamée dans la commune frontalière de Peik. Mais pour de nombreux fêtards, elle ne fait que commencer. C'est que la bûche, le méga dancing iconique de la commune, fête ce soir son 30e anniversaire, depuis sa rénovation complète. Pour l'occasion, les clients sont plongés dans le son électronique de l'époque. Laser, pyrotechnie, danseurs, aucun détail n'a été négligé par le nouveau directeur artistique, également DJ, et très fier de sa nouvelle résidence. L'aura dont bénéficie la bûche, très peu de clubs en bénéficient. Pourquoi ? Parce qu'on est le seul club de la région, voire de Belgique, à avoir autant d'espace et à avoir 4 salles distinctes. Donc on peut se permettre de faire 4 soirées en une seule. C'est le Real Madrid des clubs. Dans la foule compacte, se mêle jeune et nostalgique des 90s. Car même si depuis lors, le club a changé de nom et de style musical, tout le monde ici veut l'espace d'une nuit, se replonger dans l'atmosphère unique des grandes années. Le succès des soirées à la bûche s'explique de plusieurs manières. Les gens sont nostalgiques. Je suis persuadé que si on avait fait les soirées à la bûche dans des salles de fête à l'extérieur, ça n'aurait pas marché autant parce que les gens veulent revenir au Temple of House. Ils veulent marcher sur le sol sacré de la bûche et revivent les meilleures années de leur vie quand ils étaient jeunes à la bûche. Véritable rescapé de la route nationale 50, l'établissement a vu ses anciens concurrents transformés en casino ou carrément rasés. Aujourd'hui, dans la région, seules 2 autres discothèques ont survécu à un contexte de plus en plus difficile, les derniers témoins d'une époque inoubliable. Ça venait de partout, hein. Ça venait de Hollande, ça venait de Paris. Chaque discothèque avait son style musical bien différent et c'est pour ça que c'était riche. Ça n'existait pas ailleurs, il n'y avait pas d'axe comme ça ailleurs en Belgique. C'était l'Eldorado, on pouvait du vendredi soir au lundi faire la fête non-stop. On n'avait pas d'heure, on suivait les clients. Une époque où les DJ résidents avaient un réel pouvoir d'influence. La bûche, à l'époque, était un bateau à la dérive. Des DJ, parfois soumis à rude épreuve. Ça me faisait des nuits de 24 heures complètes à mixer, c'est pas évident. Et devenus pour certains des références intemporelles. Les DJ qui tournent encore et qui tiennent la route, ils ont 50 balais. La RN50 et sa région, un écosystème unique en son genre, où discothèques, disquaires et radios thématiques se renforçaient mutuellement. Quand on avait un DJ qui jouait ici, il fallait qu'on ait un standardiste. Tout le monde voulait savoir ce que c'était. Les gens venaient au magasin chercher des disques le lundi sans même avoir dormi. Sans oublier les producteurs de musique qui eux aussi participaient à l'effervescence locale. C'est ce qu'on appelle même la patte tournaisienne. C'est vraiment une empreinte musicale. On était sur toutes les compilations, on vendait comme des fous, quoi. Entre fêtes à rallonge, production musicale et excès en tout genre, bienvenue dans cette immersion exceptionnelle, au cœur d'une époque marquée au fer rouge par cette route nationale de légende. Été 94, d'immenses flammes ravagent le club Ad de Villa de Couillegem, une commune flamande jouxtant la RN50. Ad de Villa, un club pionnier dans la musique électronique, ouvert 5 ans plus tôt par Laurence Van Loo, fille de Jean Van Loo, célèbre producteur du hit mondial Born to Be Alive. Un club devenu une véritable légende depuis lors, et dont elle conserve chez elle à Moucron la dernière relique. Ça, c'est vraiment le dernier vestige de Ad de Villa, Couillegem, sur la N50. Il y avait un roulement de platine à Ad de Villa. Quand Ad de Villa a brûlé, il nous restait une platine dans le roulement qui était chez moi et une platine qui était chez le réparateur. Il y a une usure incroyable, c'est du vécu. Elles ont vraiment vécu toutes les soirées d'Ad de Villa. Des soirées avant-gardistes où tous les fans de son nouveau affluaient massivement. Tout a été pensé pour partir dans ce style de musique. Il y avait tellement de petits baffles en plus des baffles majeurs qu'on entendait du son partout. C'était comme le monde rond et on l'entendait partout. Faute de GSM,
Les images et vidéos d'Addevilla comme ces photos en noir et blanc sont très rares. Johan, un des DJ résidents à l'époque, fait partie des seuls à en avoir conservé. Bah là, c'était une soirée at the Villa à Couille Game, soirée Hollywood. On était tous déguisés en stars internationales. Laurence en Julia Roberts. C'était à l'époque une des seules boîtes d'after. Je me suis retrouvé à mixer de 7h à 7h30, puis à 8h, puis à 9h, puis 10h, puis 11h, puis midi, puis 1h. C'était un truc de fou. J'avais pas vraiment d'heure de fermeture. Quand je voyais que la caisse commençait à ne plus fonctionner, une demi-heure après, on était fermé. On suivait les clients. Et les clients nous suivaient aussi. Autre particularité d'Addevilla, l'aspect dit familial de la discothèque. C'était principalement une boîte où tout le monde se connaissait parce que tu avais quand même tous les serveurs des autres discothèques, les DJ aussi des autres discothèques qui venaient. Donc il y avait vraiment un peu cet esprit communautaire et d'élite parce que c'était la discothèque branchée du moment. Une période qualifiée d'inoubliable par ceux qui l'ont connue. J'ai encore ce souvenir de... Je suis rentré et le portier m'a dit « Tu as quel âge ?» J'ai dit « Moi, j'ai 19 ans. Ok, j'en avais 16. » J'avais l'impression que j'étais limite, j'avais eu un passe-droit ou quelque chose comme ça. J'étais en extase totale. On dirait que tu te trouves dans un club avec que des gens excentriques, mais au sens positif du terme. Vraiment, à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour les habitués de l'époque, toutes les occasions sont d'ailleurs bonnes pour se retrouver, à l'image de ce rassemblement en 2015. Philippe, mieux connu sous le pseudo Fifi, n'en rate jamais aucun et pour cause. Il mixait également à la villa où ses cassettes étaient très prisées. C'était un grand kiff pour beaucoup de gens. Ils avaient envie d'entendre cette musique-là chez eux. Et comme c'est le seul endroit où ils pouvaient l'entendre, ils venaient demander des cassettes. Et ils voulaient absolument la cassette du moment où ils venaient le demander. Parce qu'évidemment, ils voulaient le morceau qu'ils venaient d'entendre. Voilà. Ça partait facilement ou vous restiez souvent avec beaucoup de cassettes? Non, mais ça partait avant d'être enregistré. Donc, mais bien sûr. C'est que son tandem avec Johan faisait fureur sur la piste. Ça faisait un bon mélange. Avec Johan qui avait plus son style house, et moi j'étais un peu plus trance, voilà. Les gens pouvaient rester 10 heures ou 15 heures d'affilée dans cette boîte sans jamais se lasser parce que c'était varié. C'était un binôme extraordinaire parce que Fifi c'était la machine et Johan c'était le joker, c'était celui qui trouvait les titres que personne n'avait et qui devenaient forcément des tubes. Parfois il fallait le chercher pour qu'il puisse venir jouer ou taper sur la porte des toilettes, mais en dehors de ça, ils étaient extraordinaires. De toute façon, pour moi, ils doivent jouer en binôme. Un binôme mis sous cloche par la patronne à une période où les DJ étaient rarissimes. On faisait les disquaires, on achetait nos disques ensemble. Et c'était Laurence qui payait les vinyles à l'époque. Parce que comme elle voyait le succès arriver, elle avait quand même un peu peur qu'on se tire dans une autre boîte. Donc elle payait nos vinyles. Comme ça, elle était sûre au moins qu'on puisse pas partir ailleurs pour lui faire faux bon. Les vinyles, de véritables armes stratégiques à l'époque. Parmi ceux fréquemment joués à la villa, le hit Age of Love, fièrement exhibé par son producteur Jean-François Samin, est remixé de nombreuses fois depuis lors. Je te présente notre plus grand bébé depuis 30 ans, Charlotte de Witt, remix avec Enrico Sangiuliano. Pour ce producteur, également ancien disquaire à Moucron, Addevilla marque clairement le début d'une longue histoire. C'était mon thermomètre à Addevilla. En allant dans le club, tout à coup, j'étais interpellé par un titre qui était fabuleux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je courais à la sono, et je me souviendrai encore toujours que j'ai vu Fifi jouer ce disque, et il me montrait la pochette, et il disait, voilà, c'est ça. Je disais, waouh, c'est terrible. Et le lundi, je téléphonais aux États-Unis pour prendre la licence, voilà. Et puis ça se retrouvait un mois après sur Dicky Records. Addevilla était donc clairement précurseur. Oui. Et un petit peu à la fois, il y a d'autres clubs qui ont vu évidemment l'émergence de ce club, qui est évidemment mythique. Et puis, ça, c'est comme des petits champignons, ça commence à pousser et on a eu la chance dans notre région d'avoir des clubs fabuleux en fait. Parmi les premiers champignons à pousser après l'incendie, le Rêve d'eau, dont ces rares images d'archives retracent la construction. Un lieu
initialement exploité à Tournai au rond-point de l'Europe, où nous retrouvons l'ancien DJ résident. C'était ici que le Rêve d'eau était, donc anciennement le Paradise, et l'aile du Rêve d'eau, c'était sur toute l'aile droite en fait. Évidemment, là, ça a bien changé. Et l'environnement, par contre, est toujours identique avec des arbres et le parc en face. Pour ce membre de l'équipe, véritable cheville ouvrière du club, l'architecture du Rêve d'eau constituait un de ses signes distinctifs. C'était totalement innovant, vraiment à l'époque. Ne fût-ce que les murs blancs, c'était très déstabilisant pour une certaine forme de clientèle. Il y a certains clients au tout début qui rentraient dans le Rêve d'eau, voyaient cette espèce de mélange brut entre le bois, le métal et les murs blancs. C'était très déstabilisant. Qu'est-ce qui pouvait déstabiliser les clients qui n'étaient pas familiarisés avec ce type d'environnement? À l'époque, les boîtes, c'était très sombre. C'était finalement... Et puis musicalement, on était quand même assez à la pointe. Une musique pointue et pas trop rapide, dans laquelle le Rêve d'eau s'était spécialisé. On s'est inspiré de At the Villa, où il y avait un gros mélange de house et de techno, de trance, toujours soft. On n'a jamais été dans le côté agressif de la musique. At the Villa a brûlé. Et évidemment, ça nous a vraiment aidé au niveau... on était les seuls qui proposaient un créneau house dans la région. Donc il y a eu un gros engouement sur le Rêve d'eau jusqu'en 96 où on a eu une fermeture administrative liée à des problèmes de voisinage. Quelques mois plus tard, l'aventure se poursuivra sous plusieurs noms dans cet immense entrepôt réaménagé de la commune voisine de Bari. Un lieu qui accueillera de grandes stars de la musique électronique avant de fermer en 2003 suite à un conflit entre direction et personnel. Le Rêve d'eau, un projet parmi tant d'autres en ce milieu des 90s, une période également choisie par la famille Van Loo pour son nouveau projet, le club H2O à Pec. On a Laurence, on a Claudia Safi, on a Jean, le père d'Aurélie et de Laurence, il y a moi et il y a Rélia. Un club alors dirigé par Muriel, belle-mère de Laurence Van Loo, et sa fille Rélia. Dès le début, vous décidez de proposer 2 programmations différentes. Oui, tout à fait. On a voulu une grande salle qui soit axée sur quelque chose de percussif en termes de basse, mais très accessible et très dansant, avec électro. Et ensuite, la reprise de ce qui fonctionnait déjà en house, qui était une musique house dite branchée, mais aussi qui était très chaleureuse, quoi. Voilà. Donc des deux côtés, il y avait une ambiance maximum. À l'époque, une partie de l'équipe d'At the Villa est toujours de l'aventure, dont l'incontournable Johan. Vraiment, au début, l'H2O, c'est un peu fait sa notoriété sur la villa, parce qu'il y avait les danseurs, parce qu'il y avait cet esprit-là. Et après, l'H2O a commencé aussi à prendre petit à petit une direction différente. Une direction où musique et convivialité sont qualifiés d'indissociables. C'est une chose sur le plan musical, mais il y a aussi l'ambiance que nous donnions à l'intérieur de notre club. C'est-à-dire que dès que tu passais la porte de l'établissement, de l'entrée jusqu'aux toilettes, en passant par le vestiaire et le parking, t'étais à la maison, tout le monde te connaissait, on laissait jamais quelqu'un seul au bar sans jamais... C'était l'ordre sur le plan accueil de mes barman, de danseurs, tout le monde. C'était la grande famille, l'H2O, c'est surtout ça aussi. Comme d'ailleurs à l'époque à De Villa. Mais disons qu'avec l'H2O, ça s'est encore plus accentué. Une ambiance souvent alimentée par des invités prestigieux comme DJ Sneak ici à l'image. Conséquence, une réputation qui dépasse vite les frontières du Tournaisis. Quand je suis allée dans des conférences musicales pour représenter le club ou ses compilations, je me suis vue dans certaines conférences de musique où moi qui représentais ce club de Pec en Belgique dans la campagne, eh bien on était reconnus par des DJ internationaux qui me disaient « Ah oui, j'ai entendu, tel ami est venu jouer chez vous, c'est super, vous avez un public extraordinaire, j'ai entendu, j'aimerais bien un jour venir dans votre club ». Un succès qui sera source d'inspiration aux abords de la RN50, où une dizaine de clubs coexisteront au sommet de la vague. Parmi eux, le Captain sur lequel nous reviendrons, mais aussi à côté des plus modestes, la Bûche, de loin le club le plus imposant
de la célèbre nationale. Un club qui avait pourtant bien mal entamé les 90s, comme nous l'explique cet homme à l'origine du changement de programmation, un DJ devenu depuis lors patron de ses propres clubs. La bûche à l'époque était un bateau à la dérive. Le capitaine avait ouvert, il n'y avait absolument plus de clientèle à la bûche. Et moi je suis arrivé au moment où les carottes étaient cuites et c'était fini en fait. Et du coup j'ai eu une totale liberté de faire ce que je souhaitais. Et j'ai opté pour une musique branchée, pas trop pointue, elle était peut-être pour l'époque, mais pas exagérément. Et petit à petit, il a fallu 6 mois à peu près pour relancer la machine avec une toute autre clientèle. Sa recette à l'époque, des sons trance hypnotiques diffusés par un sound system unique dans la région. Une énergie perceptible dès l'arrivée sur le parking, comme s'en souvient l'autre DJ résident à cette période. Quand on arrive sur ce parking, qu'on entend la musique, on entend la toiture qui vibre, ce bruit, il y avait un bruit particulier d'éternite, de métal qui tremble. Alors, tout le monde peut le dire, quand ils arrivaient sur le parking, on n'entendait que ça, quoi. Rien que ça, on savait à quoi on allait s'attendre à l'intérieur, quoi. La bûche, un lieu qui a marqué les esprits de milliers de clubbeurs, mais aussi ceux de nombreux protagonistes du milieu, comme Patrick Fasso, DJ et producteur de nombreux tubes. Ça claquait de tous les côtés, mais ça claquait bien. Il y avait un son extraordinaire. Pas des trucs qui grincillent. Bah, tu en prends plein la gueule, quoi. Il n'y a pas de discussion, quoi. Cette foule, ouais, t'as l'impression d'être dans une rave comme ça, tu vois. T'es en immersion totale. À l'époque, c'est nouveau. C'est vraiment, ouais, tu découvres l'Amérique, quoi. La musique faisait tout, mais la lumière aussi, quoi. C'était, waouh, on se demandait quoi. On était dans un autre monde, un Disneyland pour adultes. Un lieu disposant de plusieurs salles thématiques, dont l'After Club et sa fontaine reconnaissable entre mille. Ici, la musique débutait à 4h du matin chaque dimanche. En fait, c'est les commerçants qui avaient fini leur service, qui aimaient ça, ce style de musique, qui était différent de ce qu'on pouvait entendre ailleurs. Et le bouche à oreille a fait que à 4h du matin, à partir de 4h du matin, il y avait la file devant la discothèque. Vous vous complétiez avec Georges dans l'autre salle? Tout à fait. On s'échangeait les disques. Quand lui il trouvait un très bon disque house, il me le filait. On a tout créé de A à Z. C'était vraiment un travail d'équipe. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il régnait un côté peace and love dans la boîte. Le public était beau, était gentil, était agréable, était passionné par la musique, passionné par la fête. Il y avait énormément de respect. C'est ce qui fait que cette période était quelque peu magique quand même. Une période magique, alimentée par d'autres acteurs que les seules discothèques. C'est que très vite, aux abords de la RN50, de nombreux DJ ont souhaité évoluer. Un tournant que Philippe, le dernier disquaire spécialisé de la région, a vécu de près. C'était eux qui étaient en première loge et qui voyaient comment le public réagissait sur certains sons. Ça a donné d'idées à pas mal de DJ qui sont devenus producteurs aussi et qui ont pris aussi le chemin des studios et qui ont composé des morceaux. Et je veux dire, chaque boîte ou chaque club avait presque ses morceaux emblématiques. Puis il y avait des producteurs sur la région. On va parler évidemment d'un caméléon qui était Fred Debacker parce qu'il savait aussi bien jouer sur le registre trance que sur le registre techno. Il a travaillé au moins avec tous les DJ dans les clubs de la région, quoi. Fred Debacker, un exemple parmi tant d'autres de la créativité locale. 5 km à vol d'oiseau suffisent d'ailleurs pour atteindre son studio. Un lieu d'où sont sortis des dizaines de hits, dont Lotus, un classique du genre. Voilà, ça c'est le son mythique qui a fait de la basse Lotus.
fait des remixes pour Mr Sam à l'époque et notamment Corvin Dalek, pour HS World Party 2. J'ai fait des titres qui sont devenus des anthems, par exemple à Ibiza, White Tracks, avec Mr Sam, Madrid Inc. Grande fierté, leur origine. C'est ce qu'on appelle même la patte tournaisienne. C'est vraiment une empreinte musicale, notamment grâce au club. Quand je parle par exemple du Rêve d'eau, qui était aussi à tourner, un ami qui s'appelle Brandy, qui était DJ là-bas, avec qui j'étais en contact régulièrement. Et grâce à son influence musicale, on a réussi à créer un titre qui s'appelait Qu'est-ce que vous voulez et qui est devenu mythique. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? On jouait plus volontiers dans ces clubs des productions qui étaient réalisées localement? Évidemment, parce qu'il y avait ce côté un peu promotionnel. C'était fabriqué dans la région, on les avait le soir même, on arrivait avec des pressages encore chauds, et donc les producteurs nous donnaient les disques, nous on les écoutait en vitesse et on les testait en soirée aussi également. Donc ça permettait d'avoir une réaction à chaud d'une clientèle qui était en plus très avide de ce genre de son. Donc ça permettait d'avoir vraiment une idée propre de ce que le morceau allait donner partout. Ce lien fréquent entre producteur et discothèque, Mr Sam le connaît aussi, lui que nous retrouvons devant son impressionnant catalogue. Tous les disques ont été faits pour la bûche. C'était du sur-mesure pour la grande salle de la bûche. Si ça fonctionnait à la bûche, ça fonctionnait partout. Et les disques que j'ai faits à l'époque ont fonctionné dans toute la Belgique et à l'étranger. Comment tu qualifierais la RN50 par rapport aux productions musicales de l'époque? Avec tous les DJ, les discothèques, il y avait une rampe de lancement. Ça nous a fait connaître dans le nord de la France, en Espagne. C'était dingue, c'était fou, quoi. Tellement il y avait du monde. Et j'arrivais une semaine, je donnais la promo, il le passait. 4 semaines après, c'était la folie, quoi. Donc on était sur toutes les compilations, on vendait comme des fous, quoi. Premier à en profiter, les incontournables disquaires de l'époque, dont la plupart ont disparu. Des années inoubliables pour ces commerces vers lesquels tout le monde affluait en masse, comme Dicky Records, à Moucron. Les gens venaient au magasin chercher des disques le lundi sans même avoir dormi. Mais ils étaient encore imprégnés, mais vraiment imprégnés de la soirée qu'ils ont passée en club, et ils avaient envie d'acheter des plaques. On a fait des tubes énormes grâce à notre programmation, donc, et les gens cherchaient ce qu'on jouait, donc voilà. C'était excitant de vivre ça, parce qu'il y avait chaque semaine, chaque jour, il y avait de plus en plus de monde qui venait, qui poussait la porte. Il y a des moments, il y avait de la buée dans le magasin, on voyait plus. Enfin, c'était noir de monde, et on disait mais comment est-ce possible? On est arrivé à faire des scores, quelquefois on vendait 1000 disques sur un week-end, quoi. Tiens, Edge of Love de Dicky. Donc les Dicky sont ici. Une effervescence qu'a bien connu Mr Sam, vendeur chez Dicky à l'époque. Les gens, ils avaient vraiment les crocs, quoi. Ils voulaient vraiment le disque et il y avait cet appétit-là, donc non, c'était incroyable. Les plus malins venaient avec des cassettes où ils nous jouaient le morceau, donc on pouvait identifier le titre. Les autres, c'était un mix entre le zapping de la Nouvelle Star et le Mime Marceau. Ils venaient et disaient, mais si, le morceau où la femme, elle chante. Oui, à un moment donné, ça fait... Je disais, refais encore une fois. Ouais, je sais pas bien le faire. Hein. Je disais, non, je connais pas. Des clients au milieu desquels les DJ faisaient l'objet d'une attention très particulière. Il y avait vraiment à l'époque une guerre pour trouver la perle rare? Oui. Il faut aussi remettre le contexte à sa place. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas l'Internet, et il fallait faire même des kilomètres pour trouver des disques. Avec parfois des scènes cocasses à la clé. Des DJ qui me suppliaient « Est-ce que tu as encore une copie de celui-là ? Il me le faut absolument, j'ai fait tous les magasins, je ne l'ai pas trouvé. » Et puis, oui, alors on se prend un peu pour un dieu, mais on le sort et on dit « C'est ça que tu cherches ?» Alors, ah, c'est terrible et tout. Mais évidemment, il y avait des jours où j'ai eu des soucis, je ne dois pas le cacher, où il y avait des DJ qui rentraient en même temps, et où il n'y avait qu'un exemplaire. Ouais, certains DJ qui se sont même un petit peu
petit peu disputé. Certains, vu leur influence, faisaient même l'objet d'un suivi personnalisé. Pour ce qui concerne Dicky Records, il y avait un garçon exceptionnel, Mika. Il sélectionnait des disques pour moi, mais pas dans le magasin de disques proprement dit, il les sélectionnait chez les importateurs. Il disait ça va plaire à Georges, mais ça plaira qu'à Georges, parce que c'est vraiment son style. Il faisait la même chose avec Laurent Top. À l'époque, c'est vous qui éduquiez les gens musicalement? Nous et certaines radios branchées, comme par exemple dans la région Galaxy, participaient également. Car à côté des clubs, DJ, disquaires et autres producteurs, Radio Galaxy complétait cet écosystème exceptionnel. Vous êtes sur Galaxy Radio, merci d'être avec nous dans le 16-20 avec le meilleur de la musique électronique, que ce soit de la house, la deep house, la trance, la techno également, avec tous vos rendez-vous de la journée et de la semaine. Basé à Waterloo en France, Radio Galaxy, via sa programmation transfrontalière, renforçait encore le lien avec les clubs. Forcément, les clubbers qui sortaient le week-end, ils avaient Galaxy dans la voiture. Hein. Puis on avait les DJ phares du clubbing qui étaient ici résidents. Johan, Laurent Top aussi, Georges aussi a fait un passage ici à Galaxy. Donc ils sont tous passés derrière les platines de la radio. Quand on avait un DJ qui jouait ici, il fallait qu'on ait un standardiste parce que, je vais pas dire à tous les morceaux ça sonnait, mais tout le monde voulait savoir ce que c'était. Ou alors les auditeurs achetaient des cassettes le week-end et ça nous arrivait qu'ils nous fassent écouter oui, c'est quoi le morceau? Attendez, je vous le mets, c'est Brandy qui l'a joué au Rêve d'eau, c'est quoi? Bon, alors s'il y avait une DJ qui savait répondre, il répondait, mais oui, c'était assez folklore quoi, à l'époque. Sans oublier les nombreux cadeaux offerts sur antenne, une synergie parfaite. On faisait gagner énormément de places gratuites chaque semaine. Je me souviens des listings de 50 places pour la bûche, c'était 20 places pour l'âge de zoo ou 10 places. Et puis on remplissait avec les jeux tous les jours, les gens appelaient. Et d'ailleurs, on disait les 10 plus rapides, ils ont leur place, on commençait pas à dire les 5, 10, 15, 20, sinon on en avait pour 2 heures au standard. Et puis le standard explose à chaque fois. De la composition à la vente, en passant par la diffusion en club ou sur les ondes, l'émulation est totale et la boucle bouclée aux abords de la RN50. Une dynamique inoubliable pour tous les protagonistes du milieu. La jeunesse ne se demandait pas qu'est-ce que je vais faire ce week-end. C'est une question qui ne se posait pas à l'époque. Mais chacun avait son club phare, la culture vestimentaire qui allait avec son style musical. C'était toute une culture qui était développée derrière le clubbing. C'était pas simplement on va à tel endroit. L'Axe est alors à son apogée, un véritable Eldorado du clubbing. Ça n'existait pas ailleurs, il n'y avait pas d'Axe comme ça ailleurs en Belgique. Tu avais des spots, Boccaccio à Gand, Café d'Anvers à Anvers, à Lokeren le Cherry Moon, mais tu n'avais pas d'autres axes où tu avais autant d'offres et de boîtes que la RN50. On pouvait du vendredi soir au lundi matin faire la fête non-stop, changer de discothèque, faire des discothèques, des plus grandes discothèques, des plus petites, des discothèques plus house, des discothèques plus trance, des discothèques plus électro, plus techno. Il y avait vraiment un choix de ouf. Aux abords de la RN50, tout est alors envisageable, même faire la fête au saut du lit. Il y avait même des personnes qui n'avaient pas l'occasion de sortir, qui se réveillaient le matin pour venir faire la fête, après le petit déjeuner familial, et qui repartaient de l'établissement avec le bouquet de fleurs pour madame. C'est à l'époque où tout le monde pouvait fumer dans les discothèques, donc il y avait cette odeur de fumée, les gens étaient imprégnés, et quand on venait me dire bonjour à 11h du matin, parfumé, tout frais, sorti de la douche, je leur posais la question, vous venez d'où? On a dormi, on vient maintenant. C'est sûr que ça a marqué son époque et l'histoire du clubbing belge passe par là. À cette période, certains ne comptent d'ailleurs pas leurs kilomètres, quitte à loger sur place. Ça venait de Hollande, ça venait de Paris. Moi, j'ai des week-ends, des camping-cars avec des Parisiens. Je disais toujours au personnel, notre métier, c'est leur faire la fête. Mais de tous les étrangers venus faire la fête, les Français frontaliers sont et de loin les plus représentés. Des frontaliers présents par milliers chaque week-end. La RN50 sans la France, c'est pas la RN50. Les Français du Nord, pour eux, la Belgique, c'était le Graal. Qu'est-ce qui changeait entre les clubs belges et français? L'atmosphère, l'ambiance, la réputation. À l'époque, en France, il n'y avait rien.
Il n'y avait que des discothèques généralistes. Que venaient chercher ces Français? Tout ce qui était interdit en France, les heures tardives. Puis ils venaient chercher aussi un style musical qu'ils ne trouvaient pas en France. Il fallait vraiment jouer de la house, de la techno, de la trance éventuellement. Et les Français étaient très friands de ça. Sans oublier nos compatriotes du Nord, eux aussi très attirés. Ce qui était sympa aussi, c'est de retrouver des néerlandophones et des Français qui faisaient la fête tous ensemble. Alors on avait un qui parlait flamand, l'autre il parlait français, il comprenait rien, mais il faisait comme s'il avait compris quand même, parce qu'à la limite même la langue, c'était quelque chose qui ne posait pas de problème, parce que tout le monde dansait. Et je pense même que j'ai encore plein de couples maintenant qui se sont rencontrés à la villa avec un néerlandophone et un Français. Entre flamands, français et wallons, les week-ends de fête à rallonge se multiplient sur la RN50. Une zone où toutes les limites semblent repoussées, avec certains concepts tout à fait inimaginables aujourd'hui. Les soirées qui m'ont le plus marqué, et bien évidemment les 48 heures de la bûche. C'était ouvert du vendredi soir jusqu'au lundi soir non-stop. Les 48 heures de la bûche, le plus grand rassemblement en discothèque de Belgique à l'époque, avec 35 DJ au programme, dans 3 salles différentes. C'était assez phénoménal. Ouais, ce qui était bien, c'est justement, on avait de la diversité dans les styles musicaux et tout le monde était complémentaire. Donc ce qui faisait que ça pouvait durer effectivement 48 heures. On était vraiment dans un style où tout le monde pouvait profiter et ça s'amusait. Et même à la fin des 48 heures, ça aurait pu encore continuer. En principe, c'était 48 heures. À l'arrivée, c'était 72, je pense. Les DJ se relayaient dans toutes les salles et le personnel de bar aussi, je rassure tout le monde. C'était peut-être un peu exagéré. Exagéré, vous voulez dire? Trop de monde. Il y avait la queue à 22h à l'ouverture. Il y avait la queue à 4h du matin pour ces fameux afters. À 11h du matin, il y avait la queue aussi de gens qui... C'était des roulements de gens qui venaient de partout, en fait, toute la journée. Ça ne s'arrêtait jamais. Une période où le soleil brille pour tout le monde sur la RN50. À tel point que, malgré leur concentration, les patrons de clubs affirment se considérer davantage comme des confrères que des rivaux. On n'était pas en guerre, il n'y a jamais eu vraiment de guerre entre les patrons d'établissements. Il n'y avait aucune rivalité, vu le nombre d'établissements présents? Non. Moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. D'ailleurs, on a fait des réunions pour en parler à l'époque où il n'y avait pas d'heure de fermeture. Il n'y avait pas d'arrangement entre exploitants qui auraient pu se dire toi tu fermes à telle heure et je reprends le flambeau à telle heure. On ne s'arrangeait pas, mais on se parlait. Il n'y a pas de problème, mais il n'y avait pas un vrai arrangement. C'était pas facile à l'époque de faire des arrangements avec certains patrons d'établissements. Dans cette cohabitation unique, chacun essaie de consolider sa position. Mais là où certains se fixent des limites, d'autres deviennent de plus en plus souples pour satisfaire leurs clients. Des horaires devenus réguliers, à peine croyables. Il y a une période de résidence où j'ai commencé à travailler à partir de 4h du matin, à ouvrir cette salle à l'entrée, où il y avait cette fameuse fontaine dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Et ça fermait vers midi par là. Et petit à petit, on a grignoté une heure, pour finir jusque lundi matin, 3h du matin, ça fermait à peu près, quoi. Donc ça me faisait des nuits de 24 heures complètes à mixer. Comment vous faisiez pour tenir? Tenir? J'avais juste la machine à café à ma gauche, avec les petits paquets de chocolat qu'on met et les biscuits dans le café, et je carburais au café. Carburer au café, un comportement loin d'être généralisé dans les clubs de l'époque, souvent confronté aux excès. C'est qu'en ce début 2000, les drogues de synthèse se sont largement répandues et démocratisées, à l'image des pilules d'ecstasy, dont le prix a été divisé par 4 en 20 ans. Des substances qui, malgré le danger qu'elles représentent, sont consommées par de nombreux clients. On ne peut pas les cacher, celles-là. Et les substances qui ont fait que ça donnait une ambiance bon enfant à ce moment-là. Tout le monde était, on va dire, un peu sur l'air ou pété, mais pas méchant. On était dans la musique, on était dedans. Plus aucun maillon de la chaîne ne semble épargné. Ces loops qui sont répétitifs et qui te prennent un peu comme ça
Oui, par l'atmosphère, je pense que le fait d'être un petit peu en dehors de tout ce qui t'entoure, etc., d'être vraiment dans ce trip, pouvait aider. Je pense, oui, franchement. D'ailleurs, je connais certains compositeurs qui me disaient « Moi, j'ai besoin de prendre un petit shoot, j'écoute mon morceau, je ferme les yeux. Si en plein milieu, je sens que ça m'embête, j'appuie sur le bouton stop et j'arrête. » Mais pour les clubs, en revanche, impossible d'arrêter ce phénomène de société. En ce début du XXIe siècle, tous les établissements de la RN50 se disent dépassés et peu vaut mieux, affirme-t-il, collaborer avec les autorités. Un sujet très sensible que seule la famille Van Loo a accepté d'aborder. Il y avait une tolérance à cette époque de votre part par rapport aux nouvelles substances? Non, il n'y avait aucune tolérance. De toute façon, on en jetait 3 dehors, il y en avait 5 qui arrivaient, je parle des dealers. Mais il n'y avait pas de tolérance, non. C'était impossible à contrôler. Il n'y en avait pas plus dans les discothèques que dans les écoles du coin de la rue, de toute façon, mais il y en a partout, il faut savoir. Alors cette problématique, elle a été réglée presque au départ, en annonçant dans mon flyer d'ouverture que je collaborais avec les autorités. On était extrêmement sévères, il y avait des caméras, il y avait des choses comme ça, et si tu faisais des deals à l'intérieur, on s'arrangeait pour que les autorités agissent. Par contre, on ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre ce qu'il a envie de prendre. Donc là-dessus, on était bien obligé de subir. Subir, c'est aussi ce que les riverains font de plus en plus à l'époque. Face aux horaires d'ouverture et aux nombreux accidents impliquant des clubbers, la grogne s'installe peu à peu dans les communes concernées, où pour la première fois fleurissent ces affiches. Il y a 15 jours, on a eu une voiture qui s'est éclatée sur une façade ici à la rue de Tournai. L'effet de drogue, on n'en parle même plus tellement ça devient banal. Un homme à pieds nus, en slip, en train d'uriner devant la fenêtre. Je crois que nous tous ici dans le quartier, on retrouve, ça va depuis la seringue jusqu'à la petite culotte, jusqu'à tout ce qu'on peut imaginer. Ces gens qui sortent, arrivent au bout de la rue, ne se rendent pas compte qu'il y a une chaussée, et la brave femme qui va chez le boucher ou chez le boulanger, boum, se fait emplafonner avec sa voiture. Ça pour moi c'est marquant, et c'est pas normal. À cette période, nous sommes en 2002, le débat s'invite même sur les plateaux des télévisions locales. Samedi, nous avons envoyé des jeunes chez vous qui, en quelques minutes, se sont procurés cette petite pilule d'ecstasy, comme ils auraient commandé un verre de bière. Oui, je n'en sais pas si c'est à ce point-là, mais disons que... Mais ça, je peux vous le dire, c'est comme ça que ça s'est passé. On a pris 3 dealers encore cette semaine, et des gros. Le vent commence alors à tourner pour les clubs de la région, qui se défendent bec et ongle. Des stupéfiants, il y en a partout. Et il y en a a fortiori dans ces lieux de réjouissance dont on peut penser ce qu'on veut et dont je ne suis pas particulièrement partisan. On veut mettre là derrière un côté mafieux et présenter comme des mafieux des gens, qu'il s'agisse du patron de la bûche ou qu'il s'agisse des gens qui sont ici à côté de moi, des gens dont il est indiscutable qu'ils collaborent avec les forces de l'ordre depuis des années. Des arguments qui n'apaisent pas la colère grandissante. Et bien qu'aucun patron de club ne soit condamné pour trafic, la pression s'intensifie sur les bourgmestres concernés, qui finissent par imposer 1 heure de fermeture. L'accord que nous avons conclu avec les patrons de discothèques, c'est qu'à partir de 8h du matin, il n'y aura plus de musique dans les discothèques. Et ils vont laisser partir librement les jeunes retourner, j'espère, chez eux. Nous sommes en juillet 2003, un mois très marquant pour les clubbers assidus. Vous rentrez où? Chez nous. En France, là? Ah oui. En France, ouais. Ça ferme à 8h. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'on fait nous maintenant, on peut plus faire la fête. Vous allez aller où, là? Bah, on va aller chez une copine, là. On va finir chez une copine. Ah oui? Voilà. Comment ça se fait qu'ils ont fermé, là? Bah, je sais pas, soit disant que le maire il pète les plombs, enfin non, c'est pas trop. Terminé, c'est les nouvelles lois. Pour les riverains, en revanche, c'est le soulagement, et il faut bien le dire, pour certains DJ aussi. Pour ma santé, c'était une bonne chose. Faisant des mix à rallonge, quand on mixe 24 heures et qu'on vous dit que maintenant c'est terminé, ça fait du bien. Certains promoteurs, comme ici aux 48 heures de la bûche, tentent de trouver des parades via des bus assurant les transports à des afters prévus ailleurs. Mais ces initiatives marginales ne trompent pas, une page vient bel et bien de se tourner sur la RN50. Écoutez, ça fait 5 ans que je viens ici et je trouve ça inadmissible qu'on ferme à 8h et je pense que la bûche, si c'est comme ça va bientôt se terminer, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'habitués, ils vont perdre beaucoup de clients, beaucoup d'habitués et il y en a, ça fait des années qu'ils viennent. En plus des fermetures obligatoires,
La multiplication des contrôles de police et l'interdiction de fumer viendront encore compliquer le climat pour ces clubs. Sans oublier qu'au même moment, la France, qualifiée jusqu'alors de peu attirante, se réveille peu à peu et devient plus séduisante pour les frontaliers. Les Français ont commencé à vraiment trouver leur identité au niveau du paysage sonore, avec la French Touch et l'explosion des stars françaises, Bob Sinclair, David Guetta, Air, Daft Punk. Ils ont commencé à bien produire leurs événements, et donc finalement, les Français n'avaient plus besoin de venir en Belgique. Le déclin semble alors amorcé pour de bon. Un climat encore amplifié par l'apparition en 2005 de nouvelles manifestations démesurées, comme Tomorrowland. À l'époque, il y avait un seul stage, il y avait des trucs, mais il y avait déjà tout ce décor, cette ambiance. Il y avait 2-3 scènes au grand maximum. Je suis rentré, j'ai dit à Rillier aussi, j'ai dit ça c'est très mauvais pour nous. Elle me dit ben pourquoi? Je dis parce que c'est le Disneyland de la discothèque. Un Tomorrowland aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes sur 2 week-ends. Et puis c'est surtout basé sur une mise en scène. C'est pas vraiment du clubbing, c'est le Cirque du Soleil électronique en fait. D'ailleurs, à la fin, moi je fermais tout l'été. C'est pas la peine d'ouvrir et de te battre contre des endroits où ils donnent mieux que ce que tu donnes. Mais le coup le plus rude et le plus progressif concerne le changement des habitudes liées à l'évolution technologique. À commencer, selon ce disquaire, par la généralisation des lignes à haut débit. À l'époque, les clubbers sortaient, certes pour une ambiance, mais aussi pour découvrir les sons en boîte. Mais bon, quand Internet est arrivé, ça a changé complètement la donne. C'est clair que ça a été une bonne chose peut-être d'avoir tous les morceaux à disposition rapidement au caisse, mais ça a porté préjudice aussi sur les clubs et sur les clubbers. L'Internet, qui sur la RN50 comme ailleurs, mène la vie dure à la fête. Principaux bénéficiaires, les réseaux sociaux en tout genre. Beaucoup de gens vont rester sur leur ordinateur, vont passer leur nuit sur Facebook. Ils ont moins cette envie de sortir. C'est une dégradation du côté social des jeunes. À partir de 2005, les nouveaux clubs qui marchent, comme le Pulse Factory qui deviendra le Pulse Café dans la foulée, restent des exceptions. Les centres d'intérêt continuent à évoluer, le clubbing aussi. L'histoire des selfies, des GSM qui filment tout le set, c'est une ineptie de filmer. On perd toute l'atmosphère du concert. On est là pour justement être avec les gens tous ensemble. Et là, on est tout seul derrière son écran. C'est complètement idiot. C'est dommage. Dernier coup dur en date, la pandémie de Covid en 2020. Aux abords de la RN50, déjà marquée par la disparition de l'H2O suite à un incendie, seuls 3 rescapés subsistent. L'Icona, le nouveau nom de la bûche, le Zoo Club et surtout l'insubmersible Captain, la seule discothèque à ne jamais avoir changé de nom en 31 ans. Un fameux bail que ce couple, à la tête de l'établissement, s'apprête à fêter. Ça va être un bel anniversaire. Ouais. Leur recette, une programmation accessible et populaire, complètement assumée depuis le début de l'aventure. Nous, je dis toujours, il y a le Deleuze où tu fais tes petites courses et t'achètes des trucs très chers et très qualitatifs. Nous, on est Auchan. Et nous, on vend des trucs accessibles à tout le monde. Et on est du généraliste. Tout le monde peut s'y retrouver ici. On est toujours resté dans notre ligne de conduite, c'est-à-dire l'électronique, le hard. On est quand même assez... Il y a beaucoup de basses ici. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on est encore là, c'est parce que le Captain a une vraie identité. Autre élément de fierté, la stabilité affichée en pleine tempête. Je me souviens qu'à l'époque, mes DJ de l'époque, ils étaient un peu frustrés parce qu'ils entendaient leurs collègues d'autres discothèques dire « Ah, au Captain, ils jouent poète-poète ». Je leur disais « Les gars, on s'en fout, ouais, au Captain, on joue poète-poète, mais on a 3000 personnes ». Ça fait 31 ans que vous êtes là bientôt. Vous pensez que dans 30 ans, vous serez toujours là? Pour l'instant, je ne me pose pas la question. C'est une belle aventure, ça continue. Et je ne sais pas vous dire pourquoi et comment ça s'arrêtera, mais inévitablement, un jour, Le Captain, l'exception qui confirme la règle donc, dans ce contexte de plus en plus rude. Alors comment évoluera le clubbing autour de la RN50? De nouveaux établissements verront-ils le jour? Bien malin qui pourra le dire.
Pour certains, tout reste possible malgré l'évolution actuelle, même un nouveau cycle. Je sais que le mouvement discothèque reprendra. Comment, j'en sais rien. J'espère que je serai encore là pour donner des conseils. Mais en tout cas, je suis sûr, c'est obligé. Peut-être qu'une nouvelle forme de clubbing arrivera ou émergera d'ici quelques années, c'est ce que je souhaite. Mais la musique triomphera toujours, ça c'est un fait. Pour d'autres, la folle ambiance des 90s restera bel et bien ancrée dans le passé, une période à jamais gravée dans leur mémoire. On a vécu des choses que les jeunes de maintenant ne pourront jamais vivre. Et c'était tellement exceptionnel que oui, effectivement, s'il y a une machine à remonter dans le temps, je la prends tout de suite. Mais j'ai eu la chance, comme mes collègues de l'époque, de vivre cette époque qui a été exceptionnelle. En termes de discothèque, en termes de fêtes, en termes de musique, en termes de production musicale. Certainement les 10 années de ma vie les plus riches sur le plan festif. Et ces beaux moments, toutes ces personnes qui ont été à la villa, à la bûche et tout, qui se sont amusés comme des fous, ils ont toujours ça dans la tête.